Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le mercredi 22 mai 2019, un conseil des ministres s'est tenu à 10h, de 10h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, et qui a vu une importante mesure sur le prix d'achat du coton pour la campagne 2018-2019. Dans le cadre du forum 2019 de l'OCDE à Paris, le vice-président a co-présidé la réunion de dialogue de haut niveau sur le développement du continent africain. Le vice-président ivoirien qui a regagné Abidjan ce mercredi. Et puis la capitale économique ivoirienne a abrité un séminaire international sur l'appropriation francophone des engagements communs pour le maintien de la paix de l'ONU. La rencontre était présidée par le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Merci de suivre RTI 1. 300 francs CFA, c'est le prix d'achat du kilogramme du coton pour la campagne 2019-2020. La décision a été prise ce mercredi lors du Conseil des ministres. Ce prix, comparativement à celui fixé à 265 francs lors de la campagne précédente, est en hausse. Il s'agit pour le gouvernement d'encourager les producteurs de la filière coton. Les explications de Jérôme Kofi Abolin. Le coton vendu au kilogramme sera acheté à 300 francs CFA pour la campagne 2019-2020. Comparé à celui de 265 francs de la campagne précédente, ce prix connaît une hausse. Le gouvernement, en prenant cette décision au Conseil des ministres ce mercredi, entend encourager les producteurs à la tâche. Le Conseil a entériné le prix d'achat du coton aux producteurs au titre de la campagne 2019-2020 fixé à 300 francs CFA le kilogramme, le coton graine de premier choix, contre 265 francs CFA le kilogramme durant la précédente campagne 2018-2019. Il est à noter que les 300 francs CFA par kilogramme incluent une subvention de 44 francs CFA par kilogramme consentie par le gouvernement et le chef de l'État afin d'accompagner les différents parents paysans dans leurs efforts au quotidien. Et ces 44 francs par kilogramme représentent la somme de 22 milliards de francs CFA d'accompagnement accordé aux parents producteurs. De la campagne du coton à la dissolution de l'Office national d'identification, ONI. Et au lieu de l'ONI, ce sera désormais l'ONECI, Office national de l'état civil et de l'identification. Le décret adopté en conséquence par le Conseil l'a été dans le cadre de la politique visant à la modernisation du système de l'état civil et de l'identification. Il est créé en remplacement de l'ONI une nouvelle structure dénommée Office national de l'état civil et de l'identification, en abrégé ONECI, chargée notamment de l'identification et de la production des titres sécurisés. Organisée sous la forme d'une agence d'exécution, l'ONECI est créée pour répondre au mieux aux exigences de la politique de modernisation de l'état civil, de l'identification des nationaux et des étrangers, ainsi que du suivi de l'immigration et de l'émigration. Le mouvement de grève dans les universités publiques, entamé le 20 mai 2019 par la Coordination nationale des enseignants et chercheurs pour de meilleures conditions de travail, a été aussi évoqué au cours de cette réunion du Conseil des ministres. Conscient des conséquences néfastes de cette situation pour l'école, le gouvernement en appelle au bon sens des grévistes et les invite au dialogue. Au 21 mai 2019, le mot d'ordre de grève reste peu suivi au niveau national, même si des perturbations de cours sont à déplorer à l'université Félix Houphouët-Boigny ainsi qu'à l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa. Face à cette situation, le gouvernement invite les acteurs universitaires à privilégier le dialogue et la négociation comme mode de prévention et de règlement des crises afin de parvenir à des solutions favorables au déroulement normal des cours dans l'ensemble des universités publiques du pays. À noter pour terminer que le Conseil a par ailleurs décidé de relancer les journées promotionnelles de l'artisanat, JPA. À cet effet, l'édition 2019 des JPA
se tiendra du 4 au 10 juin 2019 dans la région du Poro, à Korogo. Des ateliers d'information et des démonstrations ainsi que des visites ciblées des sites artisanaux et des expositions ventes sont prévues à cette occasion. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est rentré ce mercredi de Paris. Daniel Kablan-Duncan revient d'une mission de la capitale française où il a coprésidé mardi la 5e réunion du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement OCDE. À cette réunion, Daniel Kablan-Duncan s'est prononcé sur le rôle des politiques nationales pour combattre les inégalités et les vulnérabilités dans les pays de manière générale et particulièrement les pays en développement. Et dans le cadre du forum 2019 justement de l'OCDE à Paris, le vice-président a coprésidé la réunion de dialogue de haut niveau sur le développement du continent africain. Viviane Aïmer pour le compte-rendu. La Côte d'Ivoire honorée au cours du forum 2019 de l'OCDE qui s'est tenu ces 20 et 21 mai au siège de l'organisation à Paris. Considérée comme le club des pays les plus riches de la planète, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, s'est fixée pour mission de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et social des populations partout dans le monde. C'est à ce titre que l'OCDE a créé en son sein un cadre prestigieux d'échange d'idées et de conseils sur les bonnes pratiques en matière de politique économique, dénommé Centre de développement de l'OCDE. Plus d'une cinquantaine de pays, dont la Côte d'Ivoire, sont déjà membres de ce centre de développement. Dans le cadre du forum 2019 de l'OCDE, ce mardi 21 mai, au siège de l'organisation à Paris, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a été invité à coprésider 2 grandes réunions du centre de développement. Un honneur qui est à la fois la reconnaissance implicite de la politique économique mise en œuvre par le gouvernement ivoirien. S'exprimant au cours de la réunion de dialogue de haut niveau sur l'Afrique, le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de mettre en évidence les choix opérés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, a effectué depuis 2011 de profondes réformes structurelles et sectorielle sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce qui a permis de créer un meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et créer l'un des climats des investissements les plus attractifs en Afrique. Cela a permis une forte croissance économique avec un taux annuel moyen de 8% sur la période 2012-2018, en faisant ainsi reculer sensiblement le taux de pauvreté. Après un premier plan de développement national 2012-2015 de 22 milliards de dollars, le gouvernement a adopté un deuxième plan 2016-2020 de 100 milliards de dollars, dont 102% à financer par le secteur privé national et international. Cette orientation est axée notamment sur la transformation locale de nos matières premières, accompagnée par le développement d'infrastructures socio-économiques modernes et le renforcement du capital humain. Plus tôt dans la journée, le vice-président avait présidé la 5e réunion à haut niveau du comité directeur du Centre de développement de l'OCDE, au cours de laquelle le rôle lui est revenu d'accueillir 5 nouveaux adhérents au Centre de développement. C'était la chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. Et maintenant, donner la parole aux 5 nouveaux adhérents. Chacun aura 2 minutes d'intervention. Et avec votre autorisation, je vais passer la parole à M. Richard Martinez, ministre de l'Économie et des Finances de l'Équateur. L'Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Rwanda, le Togo font ainsi leur entrée au sein du cercle prestigieux qu'est le Centre de développement de l'OCDE. Avec l'entrée du Rwanda et du Togo, ce sont 11 pays africains qui sont désormais membres de cette entité.
La déontologie de la fonction de sénateur et la procédure législative, 2 modules de formation au profit des 33 nouveaux sénateurs, des sénateurs nommés en avril dernier par le chef de l'État et qui renforcent leur capacité afin d'être mieux outillés sur l'organisation des travaux parlementaires. Pour rappel, les 66 sénateurs élus avaient déjà bénéficié de la même formation il y a quelques mois. Les précisions de Moussa Konaté. Les 33 nouveaux sénateurs formés sur l'organisation des travaux parlementaires, nommés en avril dernier par le chef de l'État, ces sénateurs enrichissent leurs connaissances sur la déontologie liée à leurs fonctions et la procédure législative. La procédure législative, c'est pour leur donner tous les enseignements nécessaires sur le mécanisme d'adoption, d'examen et d'adoption des textes. Cela passe nécessairement par l'adoption du calendrier des travaux parlementaires, par les travaux en commission et les travaux en séance publique jusqu'à ce que le texte soit transmis au président de la République pour promulgation. Nous avons été vraiment familiarisés avec les règles, les lois qui régissent le Sénat et dans toutes les activités que nous allons mener au niveau du Sénat. Et à partir de ce séminaire-là, avec tout ce qu'on a appris sur la déontologie et tout, nous pensons que nous, sénateurs, nous sommes en mesure de travailler pour la République. Les travaux en commission, comment c'est organisé, comment le texte doit être examiné en commission, les navettes parlementaires, les textes qui passent d'une chambre à une autre, des textes qui doivent être examinés en premier lieu par l'Assemblée nationale et transmis ensuite au Sénat. Et il y en a par contre, selon la matière, qui doivent être transmises en premier lieu au Sénat, ensuite passer à l'Assemblée nationale. Et les 2 chambres doivent faire en sorte un examen, de sorte que le texte soit un texte consensuel. Et il passe d'une chambre à l'autre autant de fois que possible, jusqu'à ce qu'on trouve sur un texte qui est d'accord parti entre les 2 chambres. Donc c'est des choses qui sont importantes à savoir. Cette formation est une mise à niveau pour les nouveaux sénateurs nommés. Les 66 sénateurs élus en avaient déjà bénéficié il y a quelques mois. Selon le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, cela va permettre à la Chambre haute du Parlement de mener convenablement ses missions. Au regard de l'ambition du président de la République de doter la Côte d'Ivoire de lois de qualité, d'institutions de qualité, pour qu'il y ait un impact socio-économique, il est donc important que nous maîtrisions les rouages du Sénat. Pour rappel, le Sénat a tenu sa rentrée solennelle le 11 avril dernier avec ses 99 membres. Reste maintenant la formation des groupes parlementaires et la mise en place des différentes commissions pour entamer les activités. Toujours au chapitre des activités parlementaires, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, accompagnée de ses collaborateurs, ont été reçus mardi en audience par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la mission de cette institution. La présidente du CNDH a profité de cette rencontre avec le président de l'Assemblée nationale pour faire le point des actions menées, la promotion du genre, la sensibilisation pour l'autonomisation de la femme et le respect des droits des enfants, entre autres la sensibilisation. L'Observatoire Boutros Ghali, en partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung, a organisé un séminaire à Abidjan sur l'appropriation francophone des engagements communs pour le maintien de la paix de l'ONU. La rencontre, présidée par le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a pour objectif de proposer des solutions collectives afin de renforcer la sécurisation des zones de conflit. Oyanté Lessoro et Rigoré pour le compte-rendu. Abidjan accueille le monde œuvrant au maintien de la paix. Chercheurs, membres de la société civile francophone, pour des échanges portés sur la question de l'amélioration des performances du maintien de la paix. Il y a moins de 30% de soldats francophones dans ces pays-là. Et donc je crois que l'objectif de ce séminaire, c'est de voir comment on peut améliorer ce chiffre, améliorer aussi la performance des soldats francophones. Mais c'est pour ça que nous nous réjouissons collectivement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de l'arrivée d'un contingent ivoirien au Mali qui, sans nul doute, va faire la différence. Aussi parce qu'il est francophone et voisin. Le constat est que les opérations de maintien de la paix telles qu'elles ont été conçues au départ
ne répondent plus à l'environnement dans lequel nous vivons. Et donc nous sommes en train de nous adapter, d'être plus efficaces, plus proactifs. L'espace francophone représente à la fois le théâtre du plus grand déploiement, mais aussi un réservoir de potentiel, puisqu'on retrouve dans cet espace une palette de profils de pays contributeurs, des pays du Nord, des pays du Sud, avec des compétences qui, combinées, pourraient apporter toute une série de réponses dans le domaine de la formation, de l'échange d'expériences. S'inscrivant dans la continuité de l'atelier tenu en 2018 à New York, le choix de la capitale économique Abidjan est la marque participative de la Côte d'Ivoire aux actions de paix de l'ONU. Dès 2011, la Côte d'Ivoire a fondé sa stratégie de reconstruction post-crise sur 3 axes majeurs, à savoir la relance de son économie, la réforme du secteur de la sécurité et la réconciliation nationale. Ces axes ont permis à notre pays de retrouver la paix et la stabilité avec une économie redevenue l'une des plus performantes d'Afrique. Dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, qui s'est traduite par l'élaboration de la toute première loi de programmation militaire de notre pays, le gouvernement a décidé de la participation des forces armées de Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Cette contribution francophone du renforcement au maintien de la paix des Nations Unies sera acheminée à New York lors du séminaire de clôture de la 3e année de l'Observatoire. Christophe Castaner était de passage à Abidjan après avoir été reçu en audience par le chef de l'État. Le ministre français de l'Intérieur s'est entretenu avec son homologue ivoirien Sidiki Diakité en toile de fond, l'immigration clandestine et la lutte contre le terrorisme. La France s'engage à apporter son soutien à la Côte d'Ivoire pour faire face à ces nouveaux défis. Le compte-rendu d'Éric Goré. À son arrivée dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, le ministre Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de la République de France, a reçu les honneurs militaires des unités d'intervention de la police nationale. Au cours d'un point presse, les deux ministres ont parlé du renforcement de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France afin de lutter efficacement contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Doter la Côte d'Ivoire des meilleurs moyens en matière de formation, de technique, mais aussi de matériel pour lutter contre ce fléau-là. Nous avons aussi abordé les échanges migratoires, tant dans leur caractère régulier, et nous souhaitons qu'ils restent féconds et riches, mais aussi dans la volonté de lutter contre les échanges irréguliers par un renforcement des contrôles. Mieux vaut prévenir que de guérir, parce que lorsque l'acte terroriste se commet, c'est qu'il est déjà trop tard. Et donc, dans le cadre de la prévention, dans le cadre du renseignement, nous avons une coopération très étroite avec la France qui marche bien et qui donne de très bons résultats. Cap sur l'École nationale de police. Ici, le ministre Christophe Castaner en compagnie des élèves commissaires. Après cette étape, le directeur de l'École nationale de police, le commissaire divisionnaire de police Touré Albert Kouakou, a fait apprécier au ministre une démonstration de maintien de l'ordre, exécutée par les éléments du maintien de l'ordre de la police nationale. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a effectué une visite de travail de 72 heures au Mexique, une visite pour renforcer les relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays depuis maintenant près de 44 ans. Marcel Amontano conduisait une forte délégation ivoirienne qui a pris part à plusieurs rencontres économiques. Le compte-rendu de Michel Digré. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre des Affaires étrangères au Forum économique ivoiro-mexicain. Le Mexique a beaucoup de compétences en matière d'agro-industrie, beaucoup de compétences en matière de construction, beaucoup de compétences en matière d'énergie. C'est ce que nous sommes venus chercher aujourd'hui pour pouvoir accomplir justement notre volonté de pouvoir faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé. Marcel Amontano a présenté les performances de l'économie ivoirienne. Il a appelé à un partenariat commercial plus dynamique entre les deux pays. La Côte d'Ivoire appartient à une union monétaire ouest-africaine de 8 pays dont elle est la locomotive. L'agro-industrie est quelque chose qui nous intéresse
Vous avez une expertise en la matière. Il est temps de s'asseoir et de voir comment vous pouvez venir en Côte d'Ivoire nous aider à transformer une partie de notre cacao sur place. Au cours de cette visite de travail, le ministre ivoirien des Affaires étrangères a signé un mémorandum d'entente en matière de coopération académique avec son homologue mexicain. Ce traité constituera une plateforme d'échange d'expériences et de connaissances qui pourrait aboutir à l'établissement d'une académie diplomatique régionale en Côte d'Ivoire. Retour sur le continent, le président de la République du Niger a présidé la 8e réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays de l'UEMOA. La rencontre avait pour objectif de définir des stratégies afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle face au changement climatique et la montée de l'insécurité dans le Sahel. Une session de travail de haut niveau qui a vu la participation de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Mamadou Kouassi. L'insécurité alimentaire du fait des changements climatiques et de la situation sécuritaire dans le Sahel. Cette préoccupation était au centre des discussions de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'UEMOA sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une rencontre pour passer en revue les voies et moyens à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux 120 millions d'habitants de l'espace communautaire. Il faut que nous allons vers des échanges plus accrus entre nos États pour éviter d'importer ce que nous pourrons trouver dans notre espace communautaire. Et j'ai personnellement indiqué que le salon de l'agriculture des ressources animales à Abidjan y contribuera. Il nous faut aller à la transformation locale de nos produits. Et ça, nous avons indiqué que l'anacarde est le produit phare de l'espace de l'UEMOA où nous contrôlons plus de la moitié de la production mondiale. Malheureusement, les cours ont été déprimés cette année, ce qui nous a rappelé un peu la fragilité de notre situation si nous n'allons pas rapidement à la transformation de ce produit. Nous devons harmoniser nos vues dans le cadre de la lutte contre ces fléaux et je crois que cela a été aussi perceptible dans le communiqué. Président cette 8e réunion du comité de haut niveau de l'UEMOA sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a exhorté les différents États de l'UEMOA à renforcer la stratégie de relance de la politique agricole ainsi que les échanges d'expériences. Mais déjà, il faut faire face à d'autres défis selon lui. J'exhorte la commission de l'UEMOA et l'ensemble des organes et institutions de l'Union ainsi que nos partenaires techniques à opter en particulier dans les zones transfrontalières pour des interventions communautaires multisectorielles autour du triptyque sécurité, assistance humanitaire, développement. Notre réunion doit s'appesantir sur les questions liées à la transhumance, les préoccupations liées au faible niveau des échanges de produits agricoles entre nos États, les problèmes liés à la gestion du foncier rural, le financement du secteur agricole, le défi sécuritaire, la persistance des poches déficitaires chroniques dans certains États. Des recommandations ont été faites au terme de cette 8e réunion du comité de haut niveau. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre de programmes d'amélioration de la compétitivité des filières agro-pastorales et halieutiques, y compris des mesures commerciales et le soutien à la production et à l'organisation des chaînes de valeur. Quel système de gestion pour la sécurité des denrées alimentaires? La question était au cœur des échanges du forum régional sur la sécurité alimentaire, un forum pour s'enquérir des bonnes pratiques afin d'assurer la qualité des aliments de consommation. Des questions sur les procédures d'analyse des risques, le contrôle sanitaire et les mesures d'accompagnement ont également été abordées. Voyons tout cela avec Salimatou Dia. 600 millions de personnes dans le monde tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. Pire, 420 000 en meurent selon l'OMS. La sécurité des denrées alimentaires est pour les acteurs du secteur une priorité absolue. De la ferme à nos assiettes, les denrées alimentaires sont-elles de qualité ? Au Forum régional sur la sécurité des produits alimentaires, le cas de la Côte d'Ivoire a été discuté avec les producteurs, transformateurs, vendeurs et consommateurs. On a des manuels et des procédures qu'on met en œuvre depuis la validation du fournisseur, la livraison, le stockage de ces produits chez nous et jusqu'à la vente aux clients. Quand on doit référencer un fournisseur, on doit s'assurer qu'il a le minimum en termes de qualité de ses produits. On a 17 usines sur le continent subsaharien.
Toutes les usines, ils ont un petit laboratoire à eux qui font les analyses des matériaux bruts qui arrivent dans les usines, tels que microbiologie, qualité sensorielle. Pour la Société financière internationale, initiatrice de cette plateforme d'échange sur les bonnes pratiques, le respect des normes internationales devrait garantir la santé des consommateurs. Les investissements dans la sécurité des denrées alimentaires sont par conséquent essentiels pour garantir une meilleure santé et une meilleure productivité de la population. C'est à ce prix que nous pourrions redorer l'image des produits provenant de la région ouest africaine et attirer plus d'investissements pour booster la croissance du secteur agricole, de l'agroalimentaire et des services à fort potentiel. Les problèmes liés à la sécurité des denrées alimentaires mènent à des pertes de 16,7 milliards de dollars en Afrique tous les ans, selon le rapport de Global Food Safety Partnership paru cette année. Le cadre institutionnel, législatif et réglementaire des États ouest-africains en matière de sécurité des denrées alimentaires doit être revu, selon les participants. Nous ouvrons à présent une lucarne sur les infrastructures portuaires. Le port autonome de San Pedro va connaître une opération d'extension conformément aux vœux du chef de l'État. Les travaux vont être lancés avant la fin de l'année par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'annonce a été faite par le ministre des Transports en marge de la cérémonie de la remise du prix spécial Top Management secteur maritime et portuaire, un prix initié par le port et la Fondation African Port Award. Ces travaux qui vont s'effectuer en 2 phases vont permettre au premier port exportateur de cacao au monde d'être plus moderne et opérationnel. Sam Conan. Un port de San Pedro avec un nouveau visage et plus opérationnel. Les travaux d'extension de ce port voulu par le chef de l'État vont être lancés les prochains jours par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Toute une réflexion qui est menée aujourd'hui, une réflexion cohérente. Faire en sorte qu'au lieu d'aller à Abidjan, les gens viennent plutôt à San Pedro pour chercher du travail. Et nous y travaillons. Je voudrais indiquer que c'est ça, en ce qui concerne San Pedro, la mission qui a été assignée donc, au ministère des Transports. Je souhaite que le Premier ministre lui-même vienne poser la première pierre donc, pour les travaux d'extension. Il est d'accord pour le faire. Et de venir donc lancer donc, les travaux qu'on souhaite lancer avant la fin de l'année. Ça, c'est sûr. Superficie totale du port autonome de San Pedro, 2000 hectares. À ce jour, seulement 25% de celle-ci est exploitée. Coût des travaux d'extension du premier port d'exportation de cacao au monde, plus de 300 milliards de francs CFA. Les travaux permettront d'accueillir des gros navires pour un trafic global qui va tourner entre 25 et 30 millions de tonnes contre 5 millions actuellement. Les infrastructures sont maintenant insuffisantes pour pouvoir absorber la totalité des besoins tels qu'exprimés par nos clients. Vous voyez que le taux de containerisation aujourd'hui de l'ensemble des marchandises tourne autour de 86%. Si vous rentrez au port, vous ne verrez que des conteneurs. D'où la nécessité d'avoir cette extension et cette modernisation. Et avec un nouveau terminal à conteneurs d'une plus grande capacité, avec un terminal industriel polyvalent également pour pouvoir traiter les volumes de ciment, de produits cimentiers qui commencent à prendre de l'ampleur. En attendant, le ministre des Transports a visité les installations portuaires et donné le top départ de la réhabilitation des 3 km de voirie menant au port. Amadou Koné séjournait à San Pedro pour la réception du prix spécial Top Management secteur maritime et portuaire organisé par le port et la Fondation African Port Award. Tout autre chose, à présent, à la faveur du mois de Ramadan, le président de l'Assemblée nationale a fait un don au COSIM, un don en vivres composé de sucre, de lait et de riz. Il devrait permettre aux populations, sinon aux fidèles musulmans, de passer une bonne période de Ramadan. Éric Goré. Le COSIM visité par les émissaires du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, en ce mois du Ramadan. En leur possession, 5 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre et du lait. À travers ces gestes, le président de l'Assemblée nationale demande aux guides religieux de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays.
Il demande également aux imams de prier pour le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, afin que Allah l'assiste dans sa tâche quotidienne de développement de ce pays. Ce geste qui s'inscrit dans le cadre du partage est reçu avec joie par les bénéficiaires. On vous dit merci au nom de Cheikh Aïma, Boubacar Fofana, que Dieu vous garde longtemps. Inch'Allah, on fait doigt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Après cette visite au COSIM, les émissaires du président de l'Assemblée nationale iront à la rencontre d'autres musulmans à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et c'est avec ce geste de solidarité à l'endroit de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire que se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur RTI 1. Bonsoir.